c'est l'heure de votre JT sur Val-de-Loire TV, présenté ce soir par Hélène Chaplet. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Dans un instant, les titres, mais d'abord, un point sur votre météo de demain. La grisaille et la pluie sont attendues au cours de cette journée dans nos deux départements. Des températures en hausse, la minimale sera de 6 degrés et la maximale de 10 degrés. À la une, un ministre sur notre territoire pour faire la promotion du nouveau dispositif qui porte son nom. Oui, après la loi Sellier, la loi Pinel et la loi Duflot, Vincent Jeanbrun vient de lancer un nouveau dispositif d'aide pour faciliter l'achat et la location de logements. Il est également venu parler du retour très attendu de MaPrimeRénov' version 2026. Plus qu'une semaine avant de mettre définitivement la clé sous la porte. Fondée en 1822, la fonderie d'Abilly vit ses dernières heures. La société a été placée en liquidation judiciaire. L'arrêt de son activité est programmé pour le 6 février. Ses 15 salariés et tous les habitants du village espèrent encore un repreneur providentiel. Enfin, l'exposition démarre samedi au Musée des Beaux-Arts de Tours, à découvrir au temps de Camille Claudel, une petite centaine de sculptures, de dessins ou de peintures de Camille Claudel, mais aussi de ses consoeurs artistes du 19e siècle. Une plongée dans le temps à découvrir en fin de JT. Et pour finir ce journal, notre séquence on vous répond avec la question du soir. Orientation, quelle formation pour quel métier? On posera la direction au directeur d'Info Jeunesse 37, Arnaud Guédé, qui sera sur notre plateau. Mais pour démarrer, son identité ne vous dit sans doute rien. Vincent Jeanbrun était de passage aujourd'hui à Tours. Le ministre du Logement, nommé depuis octobre dernier, a fait escale ce jeudi après-midi à Nazelles-Négron, à la maison de l'Habitat. L'occasion pour nous de l'interroger sur MaPrimeRénov', un dispositif d'aide à la rénovation énergétique suspendu depuis le 1er janvier, faute de budget, mais qui doit rouvrir prochainement. J'avais dit très clairement, pas de budget, pas de guichet pour MaPrimeRénov'. Et donc la bonne nouvelle, c'est que si les parlementaires votent le budget la semaine prochaine, alors on pourra réouvrir le guichet. Ça prendra quelques jours, ce sera immédiat. Et on pourra accompagner les très nombreux dossiers qui sont déjà en attente, puisqu'il y a plus de 80 000 dossiers qui sont actuellement en attente et bloqués par l'absence de budget, et accueillir comme il se doit les futurs projets pour l'année 2026 et les années suivantes. Parce que ce qui est très important, et ça a été dit d'ailleurs par les acteurs aujourd'hui dans cette réunion, il y a un besoin de lisibilité, de stabilité des dispositifs comme MaPrimeRénov'. C'est l'engagement que j'ai pris devant eux aujourd'hui. Il ne restera bientôt plus de traces de l'incendie qui a ravagé le McDonald's de Joué-les-Tours. Les engins de chantier sont à pied d'œuvre depuis lundi pour démolir ce qu'il reste du bâtiment qui a pris feu le 5 septembre dernier. C'est une voiture arrêtée au drive qui est à l'origine du sinistre. Les flammes se sont ensuite propagées aux cuisines de l'établissement. Depuis 4 mois, le restaurant est fermé. Un permis de construire a été délivré pour reconstruire un nouveau fast-food de la même marque et au même endroit. C'est le dernier abattoir de Loir-et-Cher, un outil essentiel pour que les bêtes ne parcourent pas de nombreux kilomètres avant d'être tuées. Les abattoirs du Perche Vendômois datent de 1962. Alors forcément, l'équipement nécessite régulièrement d'être rénové. Derniers travaux en date, les vestiaires, la salle de pause ou encore des bureaux. Visite des lieux avec Ulysse Picard. Après d'importants travaux de modernisation en 2023, l'abattoir du Perche Vendômois poursuit sur sa lancée. Cette fois-ci, l'entreprise souhaitait améliorer les conditions de travail de ses employés. Pour cela, les espaces de vie du personnel ont été entièrement rénovés. Le chantier, évalué à plus de 200 000 €, était indispensable à la survie d'un outil qui fait vivre le circuit court. On a refait toute la partie vestiaire du personnel aussi, pour travailler en meilleures conditions de travail, maximum possible, quoi. Alors une belle salle de pause qu'on a vue. On a refait les bureaux administratifs aussi, parce qu'on avait des bureaux qui étaient très serrés, quoi. Donc maintenant, on gagne en confort, les uns comme les autres, quoi. Figure de résistance dans un secteur d'activité qui s'écroule d'année en année, l'abattoir fait partie des 230 derniers abattoirs actifs en France. Il y en avait plus de 1200 dans les années 70, soit une chute de 80% du nombre d'installations en 50 ans. C'était important que le département soutienne cet abattoir du Perche Vendômois parce que c'est le seul abattoir qui reste en Loir-et-Cher. Un abattoir multi-espèces, donc toutes les espèces animales. Et si on veut maintenir notre élevage en Loir-et-Cher, on a un élevage qui est quand même assez important, on a nécessité d'avoir aussi un abattoir. Et si l'abattoir veut perdurer, il faut aussi que nos éleveurs perdurent. Donc c'est imbriqué et c'est dans ce sens-là qu'on a soutenu aussi ces travaux au niveau de l'abattoir.
Soutenu par le département, le site va pouvoir continuer son activité normalement. Au Perche Vendômois, on traite près de 2500 tonnes de viande chaque année. On va continuer de parler du tissu industriel de notre territoire en prenant la direction d'Abilly. Un peu plus de 1000 habitants dans cette commune du sud de l'Indre-et-Loire et une fonderie bicentenaire qui s'apprête à fermer. Sur place, les salariés vivent leur dernier jour de travail. L'usine doit cesser définitivement son activité le 6 février prochain. 15 personnes fignolent les dernières pièces commandées par les clients. Gabriel Ziard avec Gaël Enanf. Ici, les machines tournent encore, mais pour combien de temps ? Après plus de 200 ans d'existence, la fonderie d'Abilly est sur le point de mettre la clé sous la porte. L'entreprise a compté jusqu'à 150 salariés, aujourd'hui ils ne sont plus que 15. Franck Brunet est l'un d'entre eux. Il a consacré sa vie à la fonderie et ne peut pas l'imaginer disparaître. J'ai quand même passé 28 ans dans cette entreprise. On y a donné corps et âme quand même pendant des années et malheureusement c'est une tristesse, quoi. Je pense que tant que le portail n'est pas fermé, on n'arrive pas vraiment encore, on est déçus, mais on ne sait pas comment va se passer l'avenir. Jusqu'au 6, on est encore là, quoi. C'est ce qu'on se dit. Les salariés ne travaillent plus que le matin pour expédier les dernières commandes. Les pannes successives survenues ces derniers mois et une trésorerie trop fragile ont mis un coup d'arrêt à la production. Depuis qu'il a repris les rênes de l'entreprise en 2018, Arnaud Herman a tout tenté pour retarder l'inévitable. Le gros investissement a été fait dans les années 90 et aujourd'hui on a vécu avec cet outil de travail, chantier mécanisé, avec des réparations, ce qu'on appelle des réparations de fortune. Si les prix continuent à augmenter comme ça, qui va investir dans une fonderie ? Aujourd'hui, pour sauver l'entreprise, il faudrait 500 000 €. Ici, c'est tout un pan de l'économie locale qui risque de s'effondrer. Dans la commune de 1000 habitants, l'annonce de la fermeture passe mal. Ça fait quelque chose, puis on a connu tous les gens qui y ont travaillé. En dehors du patrimoine, c'est une des dernières entreprises viables qui était là, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont devenir les ouvriers, parce que c'est pas mal de jeunes. S'il n'y a rien d'autre qui reprend derrière, ça pourrait peut-être faire mal, oui, à tous les commerçants. Le maire Christophe Dujon, lui, refuse de baisser les bras. Depuis l'annonce de la liquidation judiciaire, il multiplie les démarches pour trouver un investisseur. J'ai pris mon clavier et puis j'ai rédigé une lettre ouverte que j'ai adressée à nos grands élus, sénateurs, députés. Et donc c'est vraiment ça le but de ma démarche, c'est de rien laisser tomber et d'espérer quelque chose, quoi. Pour l'heure, aucun repreneur ne s'est déclaré et sans évolution dans les prochaines semaines, la fonderie cessera définitivement son activité le 6 février. C'est l'un des sujets préférés des candidats à la mairie de Tours. L'un des plus polémiques aussi, la deuxième ligne de tram. Il y a ceux qui la soutiennent, ceux qui la critiquent et ceux qui veulent l'annuler. Et ce qui est sûr, c'est que l'équipement va coûter cher, plus de 500 millions d'euros pour le projet global. Alors les impôts risquent-ils d'augmenter prochainement ? On tente de démêler le vrai du faux avec notre invité du jour, Christian Gattard. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de Tours Métropole, délégué aux finances. Alors est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous parler, nous donner un chiffre précis et définitif du coût de cette deuxième ligne de tramway? Aujourd'hui, le coût de la deuxième ligne de tramway et de ses composantes, parce qu'en même temps, il y aura des nouvelles lignes de bus à haut niveau de service, comme celle qui va vers les Atlantes, et il y en aura d'autres. Le coût global de tout ça, aujourd'hui, il est estimé à 530 millions d'euros. Est-ce que la métropole va toucher des aides pour l'aider à financer ces 530 millions d'euros? Alors déjà, pour être très clair et pédagogique, je voulais vous préciser que ce n'est pas la métropole qui va financer directement. Paye la facture, voilà. C'est le syndicat des mobilités de la Touraine. Alors, qu'est-ce que le syndicat des mobilités de la Touraine? Expliquez-nous aussi. Le syndicat de la mobilité, c'est un syndicat intercommunal qui comprend les communes de la métropole, mais pour l'instant, 3 autres communes qui sont Vernoux, Vouvray et la ville aux Dames. Parce qu'on a créé ce syndicat parce que nous avons l'intention d'ouvrir ce syndicat à d'autres communautés de communes, notamment dans le cadre du CERM. Le syndicat va s'ouvrir parce qu'on va créer le service express métropolitain, c'est-à-dire le RER métropolitain. Donc il est destiné à s'agrandir. C'est pour ça qu'on a créé une structure à part. Il est financé par la métropole, j'allais dire, c'est il a ses propres différentes. ressources. Il n'est pas financé du tout par la métropole, il a ses propres ressources. Il encaisse toutes les recettes de Keolis et il touche également une taxe qui s'appelle le versement mobilité qui est versé par les entreprises. Donc on l'a compris, ce n'est pas la métropole qui va payer la facture, mais ce syndicat. Aujourd'hui, le syndicat est totalement autonome
il ne touche aucune aide de la part de la métropole. Ce syndicat va-t-il toucher des aides de l'État ou d'ailleurs pour aider au financement de la ligne de tram? Alors, la ligne de tram, j'ai amené des chiffres. Elle représente aujourd'hui, plus ses composantes, un coût global de 530 millions d'euros. L'autofinancement, l'épargne du syndicat permettra d'en payer 10,5 millions. Les subventions représentent exactement 122,5 millions. C'est-à-dire c'est l'Europe, l'État et la région principalement. 122,5 millions d'euros de subventions. Et le reste, c'est 397 millions d'emprunts qui va être réalisé directement par le syndicat. Et nous avons déjà commencé à emprunter au niveau du syndicat. Donc ce n'est pas la métropole non plus qui fait cet emprunt. Pourquoi est-ce qu'on dit toujours que ça va gréver le budget de la métropole? Parce que la métropole va participer chaque année, à partir de l'an dernier ça a commencé, ça va continuer cette année en 2026, en donnant une subvention de fonctionnement pour équilibrer les finances du syndicat. C'est-à-dire que c'est le syndicat, si je comprends bien, qui fait cet emprunt. Oui. Cet emprunt est partiellement remboursé par la métropole par un versement. Non, du tout. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut présenter les choses. Non, parce que l'emprunt, il est remboursé par le syndicat lui-même. Mais vous le compensez. Et en fait, on apporte une subvention juste pour compenser le déséquilibre entre les recettes et les dépenses du syndicat sur son budget de fonctionnement. Non, c'est pas du tout à la même hauteur de l'emprunt, parce que l'emprunt, il est quand même de 397 millions. Ce n'est pas la métropole qui va rembourser l'emprunt, c'est le syndicat qui va rembourser l'emprunt. Et nous, on équilibre le budget par une subvention d'équilibre, comme on le fait pour d'autres structures, comme une mairie le fait pour une association. Elle donne une subvention pour le fonctionnement. Et d'ailleurs, quand je vais vous donner les montants annuels de cette subvention qui sont prévus pour les années à venir, vous allez voir que ça ne correspond pas du tout à un remboursement. En 2025, c'était 3 millions d'euros de subvention de fonctionnement. Oui. En 2026, ça sera encore 3 millions d'euros de subvention de fonctionnement pour équilibrer le budget du syndicat. Et ça va monter progressivement ensuite. Jusqu'à atteindre au plafond le maximum, ça 15,5 millions en 2030. Est-ce que ces 15 millions vont venir impacter le budget de la métropole? Est-ce que s'il y a cette subvention de 15 millions, ça empêche la métropole de faire d'autres choses? Ça n'empêche pas du tout la métropole de faire autre chose, parce qu'en parallèle, on a prévu 80 millions d'euros d'investissement en moyenne chaque année. Donc ce n'est pas quelque chose qui va grever le budget de la métropole, qui va empêcher de réaliser sa propre politique d'investissement, parce que nous avons une métropole d'investissement avant tout, et c'est quelque chose que nous avons anticipé depuis plusieurs années. Donc quand on reçoit des candidats qui nous disent on va dans le mur avec cette deuxième ligne de tram, on est dans de la politique politicienne, de la fake news, j'allais dire. Exactement, c'est pas honnête intellectuellement de dire ça, parce que nous l'avons anticipé. Aujourd'hui, nous avons des finances de la métropole qui sont parfaitement tenues. La Chambre régionale des comptes l'a dit. Nous avons une capacité de remboursement de notre dette qui est de 3 ans, 4 ans maximum, alors que la zone critique, c'est 8 à 10 ans. Donc aujourd'hui, la métropole a les moyens d'assumer cette subvention de fonctionnement qui sera versée au syndicat des mobilités, et pas que pour payer la ligne de tram d'ailleurs, parce que le syndicat des mobilités va aussi financer le SERM, le RER métropolitain, donc c'est une subvention d'équilibre. Merci d'avoir été si clair. Je suis désolée, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a autre chose qui fait courir un risque. Rapidement. Très rapidement. Ce qui fait courir un risque aux finances des intercommunalités aujourd'hui, c'est la baisse des dotations de l'État. Et là, le risque, il est sérieux. Voilà, c'est un autre sujet. Merci en tout cas d'être venu nous éclairer sur le tram et son budget. Merci beaucoup. Un mot de sport, une petite pause. Un mot de sport. Avec cette victoire des handballeuses chambrésiennes pour la dernière journée de la phase allée du championnat. Le CTHB est venu et a vaincu Saint-Maur en Ile-de-France sur le score explicite de 17 à 26. Un déplacement et une victoire qui fait du bien au moral. Et puisqu'au terme de cette 13e journée de Ligue féminine, les joueuses de Camille Comte occupent temporairement la 3e place de la Ligue féminine. Elle fut l'élève du sculpteur Rodin avant de devenir sa maîtresse. Les deux amants ont même vécu quelques années chez nous au château de Lillette à Azay-le-Rideau. On vous parle ce soir de Camille Claudel, qui est aussi et surtout une artiste à part entière, une sculptrice du 19e siècle
qui a marqué son temps. Elle n'était pourtant pas la seule à cette époque. Une exposition est consacrée à toutes ces artistes moins connus, camarades d'atelier, amis ou rivales de Camille Claudel. Direction le musée des Beaux-Arts de Tours pour une visite en avant-première avec Lucas Chopin. Cette exposition, c'est d'abord un nom célèbre, celui de Camille Claudel, sculptrice aux œuvres mondialement connues, collaboratrice puis maîtresse d'Auguste Rodin. Une artiste redécouverte dans les années 80, exposée aujourd'hui à Tours, au même titre que ses contemporaines, elles aussi longtemps invisibilisées. Autour de Camille Claudel, je me suis demandé comment était le Paris de Camille Claudel. Y avait-il des femmes artistes à l'époque où elle arrive à Paris? J'ai retracé comme ça un certain nombre de femmes artistes, sculptrices, pour essayer aussi de montrer que Claudel n'était pas seule en son temps. Elle est devenue une icône et tout le monde la connaît, mais il existait d'autres femmes à la même période que Camille Claudel. Aux côtés des œuvres de Camille Claudel, celles de son amie Jessie Lipscomb, Marie Cazin ou encore Charlotte Bénard. En tout, une centaine d'œuvres exposées, une ode aux femmes artistes qui contribuent à leur réhabilitation. Il y a vraiment l'idée de rendre justice à ces créatrices, en fait, qui étaient connues à leur époque, dont on a parlé, dont les critiques ont parlé, qui ont été achetées par les musées, achetées par les collectionneurs, et qu'aujourd'hui on a complètement oublié, qui sont des femmes de talent et qui méritent elles aussi leur place au soleil. L'exposition au temps de Camille Claudel est visible au musée des Beaux-Arts de Tours jusqu'au 1er juin prochain. Allez, place à notre rubrique On vous répond pour terminer ce journal avec notre invité Arnaud Guédé, directeur d'Info Jeunesse 37, pour répondre à cette question. Info Jeune 37 pour répondre à cette question. Orientation, quelle formation pour quel métier? Bienvenue Arnaud Guédé sur notre plateau. Alors, il y a un principe qu'il faut absolument se rappeler dans le cadre de l'orientation, c'est quelle formation pour quel métier? Il faut lier les deux. Tout à fait. C'est déjà merci de m'accueillir. L'idée, c'est qu'on est en tout cas là pour la fin du collège et déjà au lycée dans ces questions de qu'est-ce que je vais faire, tout ça et tout. Beaucoup de gens dans notre entourage, en tout cas dans l'entourage des jeunes, posent la question qu'est-ce que tu ferais bien comme métier? Et du coup, en conséquence, c'est d'abord quelle formation et comment la choisir. Alors comment faire? On s'écoute soi-même, on écoute ses envies. Est-ce qu'il faut écouter ses professeurs? Est-ce qu'il faut écouter ses proches? C'est un mélange de tout ça? C'est un mélange, c'est un juste milieu de tout ça. Il y a bien sûr écouter ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a découvert ou ce qu'on pense être bien, écouter ses proches parce qu'il y a toujours des bons conseils, écouter ses profs aussi, écouter son entourage et puis aller découvrir en fait. C'est un peu l'objet un peu de ce que je viens de dire ici, c'est qu'il y a la possibilité aujourd'hui d'aller rencontrer des professionnels, il y a différentes choses qui se passent sur le territoire et qui permettent aux jeunes de s'intéresser à l'avenir, à leur avenir. Alors, il y a aussi la réalité du marché. Est-ce qu'il y a des filières à privilégier ou au contraire, ça c'est une question soufflée par Hélène Chaplet, des filières qui sont un peu sinistrées? Non, pas du tout. Il y a plein de filières, il y a plein de métiers. On est même tenté de dire des fois, quand on accompagne et quand on accueille les jeunes chez nous à Info Jeunes, on leur dit ça se trouve, vous allez exercer un métier qui n'existe pas encore. Donc il faut surtout être curieux. Et non, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a des filières sinistrées et d'autres. Non, ce n'est pas du tout le propos. Justement, chez Info Jeunes 37, ex-Bige 37, vous proposez des ateliers pour découvrir et mieux connaître justement les filières et les métiers aussi pour aider justement ces jeunes dans leur orientation. Tout à fait, c'est une de nos spécificités. On intervient à la fois dans les établissements scolaires, collèges, lycées, et on fait aussi dans nos locaux le nouveau tiers-lieu qu'on porte, qui est le 360, des ateliers, on fait des escape games, on organise aussi des ateliers Inforison, qui est un outil qui permet, avec un QCM de 50 questions, par exemple, de permettre à chaque jeune de se dire, tiens, l'ensemble de mes réponses m'oriente vers une famille de métiers ou vers plusieurs familles de métiers, et après on a l'occasion d'aller chercher et regarder ce qui existe. Parfois, c'est compliqué aussi quand on est collégien en 3e. Il faut se décider pour son métier futur. Ça aussi, vous pouvez les aider par rapport à ça. Tout à fait. Alors, on n'est pas tout seul à faire ce boulot. Il y a bien évidemment les CIO. Il y a plein de structures. On sort courant janvier. Il y a eu le grand forum de l'orientation qui a lieu au Parc Expo, auquel beaucoup de partenaires ont participé. Il y avait aussi les établissements scolaires. Et l'idée, c'est d'inviter les jeunes et leurs parents à être un peu curieux et à s'intéresser effectivement à tout ce qui existe.
Pour justement aider ceux qui nous regardent, il y a des dates à retenir que vous proposez, vous, Infogène? Alors, nous, on organise régulièrement 360 des manifestations. Là, il y en a une ce week-end qui est tournée vers les métiers de la culture. On va accueillir un tailleur de pierre, une maquilleuse et notamment une artiste qui vont venir expliquer, témoigner leur métier, leur parcours, comment ils en sont arrivés là. Et puis, on a un autre événement qui est, lui... qui est plus en version job d'été, mais qui est le forum job du 1er avril, qui a lieu celui-ci à l'hôtel de ville. On vient vous voir directement justement dans ce nouveau tiers-lieu 360. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de faire rencontrer les jeunes et les professionnels. En mots, il y a des portes ouvertes en ce moment des établissements scolaires un petit peu partout. On voit les affiches. C'est là aussi l'occasion d'y aller en famille. C'est tout à fait l'occasion d'y aller, effectivement, alors avec ses copains ou en famille, mais le jeune ne doit pas y aller seul, en fait. L'idée, c'est d'être curieux, de rien s'interdire, de voir même, pourquoi pas, 2 ou 3 établissements scolaires, puisqu'ils ont des fonctionnements différents des fois. Et puis, c'est des environnements. Il faut que les jeunes se sentent bien, en fait. Bige, comme bureau information jeunesse, bige37.fr pour plus d'informations. Tout à fait. Merci beaucoup Arnaud Guédet, directeur d'Infogène 37, d'être venu sur notre plateau ce soir. Dans un instant, vous retrouvez En Campagne le dernier numéro avec vous, Mickaël Texier. Vous vous intéressez à Tours ce soir. Et oui Aurélien, ce soir c'est le dernier numéro d'En Campagne, notre émission politique en partenariat avec la Nouvelle République pour vous accompagner pendant cette campagne municipale. Nous recevrons Marie Quinton, adjointe au maire de Tours, déléguée au logement et à la politique de la ville et à la tête d'une liste concurrente, la France Insoumise. En Campagne, c'est donc tout de suite. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Mickaël Texier. Merci, Hélène Chaplet. Merci. Très bonne soirée à vous et rendez-vous demain, 17h50, pour un nouveau numéro de Val de Loire en direct. À demain.